tous. Je vous rejoins cet après-midi et je crois qu'il convient de s'excuser pour commencer du retard pris par rapport à ceux qui suivent à distance cet événement. Donc on m'a fait l'honneur de me confier la modération et la présentation de cet après-midi qui figure dans ce premier cycle de conférences sur les sécurités urbaines. Et l'après-midi est donc consacré au fait de savoir s'il existe une spécificité de la délinquance en milieu urbain. Donc je prends la place de Patrick Laclémence qui a animé la première partie de cette journée. Et il convient, je crois, pour attaquer tout de suite, déjà de présenter les deux premiers intervenants qui vont faire deux interventions. La première sur la délinquance urbaine, ce que dit droit ou disent droit et criminologie par monsieur Didier Joubert, qui est donc commissaire général de police, docteur en droit privé, enseignant, chercheur associé à l'Institut technologique de Troyes et au centre de recherche de l'École nationale supérieure de la police, bien entendu. Donc je lui laisserai la parole en premier et juste après, nous entendrons monsieur Aurélien Poisonnier sur le thème des délinquances urbaines et des chiffres, hein, si j'ai bien compris, en votre qualité d'administrateur de l'INSEE et de directeur adjoint du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Donc écoutez, monsieur Didier Joubert, je vous laisse bien évidemment la parole. Merci bien. Bien, on va commencer cet après-midi effectivement en se posant cette question. Existe-t-il une spécificité de la délinquance en milieu urbain et voir très concrètement ce que nous disent le droit et la criminologie. Depuis 2008, les hommes vivent majoritairement en zone urbaine. L'ONU estime que 68% de la population mondiale vivra en ville d'ici 2050. Alors si l'on revient un petit peu sur notre territoire français, les questions de délinquance et de criminalité en milieu urbain constituent aujourd'hui aussi une formidable opportunité d'évoquer la mémoire de Madame Lucienne Buitrongue, décédée en 2018, en nous laissant le souvenir émouvant également d'une normalienne, d'une professeure de philosophie, devenue ensuite commissaire de police, mais également le souvenir d'une commissaire de police produisant une réflexion sur sa matière au risque d'assumer les critiques internes et les critiques extérieures à l'institution pour avoir mis en avant des sujets qui sont encore et toujours, on le disait à l'instant avec le professeur Maffezoli, des sujets d'actualité. Et cela démontrait que les professionnels, sinon pas par essence, les solutions aux problèmes soulevés ne sont pas moins placés dans une position avantageuse pour les mettre en évidence, en déceler, en souligner la pertinence, voire la gravité. J'ai eu la chance de m'entretenir à plusieurs reprises avec Madame Lucienne Buitrongue, de recevoir ses encouragements. Elle aimait notre institution et les policiers avec leurs défauts et leurs qualités d'humanité. Elle regrettait davantage la surdité ou la cécité d'une partie du corps social que l'ingratitude dont l'institution pouvait éventuellement faire preuve à son encontre. Et je suis vraiment absolument ravi que cette journée me donne l'occasion unique de saluer sa mémoire. Nul doute qu'elle aurait enrichi cette intervention de son questionnement sur les spécificités de la délinquance en milieu urbain, en constatant avec nous que si la délinquance est un sujet de police complètement extérieur au droit pénal, c'est aussi un sujet de criminologie qui s'impose à l'agenda des politiques publiques de sécurité. En effet, la délinquance urbaine est un sujet extérieur au droit pénal spécial. C'est peut-être surprenant, mais l'inscription de la délinquance urbaine est aussi discrète en droit qu'elle est présente dans notre réalité quotidienne, qu'il s'agisse d'ailleurs des pratiques professionnelles ou du débat quel qu'il soit. La présence discrète de l'infraction urbaine dans le code et dans les codes, dans le code et dans le droit pénal spécial, peut se traduire par un exemple assez emblématique et symbolique, mais l'adjectif urbain est absent du code pénal à une exception près. L'alinéa d'un article qui incrimine ce que l'on appelle les tags. Alors pour sourire,
on peut voir qu'il existe un code rural, mais il n'existe pas de code urbain. Et donc, il y a vraiment une rareté, une non prise en compte qui se traduit par cette absence du mot urbain. Urbain qui a aussi un double sens que j'aime à souligner également, qui veut dire de la ville éventuellement, mais qui veut donner également un caractère sociable. Un homme urbain, c'est un homme qui a des relations faciles. Paradoxalement aussi, toutes les infractions qu'aujourd'hui, par exemple, les services de police et de gendarmerie comptent dans ce qui s'appelle l'indicateur national des violences urbaines, toutes ces incriminations correspondent à des infractions susceptibles de se passer sur l'ensemble du territoire. Et donc, ce n'est pas dans la nature de l'infraction qu'il faut chercher des critères pertinents pour en distinguer la substance, mais qu'il s'agisse des incendies de véhicules, des incendies de biens publics, des incendies de poubelles, des violences collectives à l'encontre des services de sécurité, de secours et de santé, ou des jets de projectiles, ou des occupations d'immeubles, des dégradations de mobilier urbain, des affrontements entre bandes, et enfin des rodéos automobiles. Ce sont des infractions qui peuvent avoir lieu partout sur le territoire. Et encore une fois, l'urbain n'apparaît pas à ce stade. Et donc, il faudrait trouver un marqueur distinct de la nature même de ces faits incriminés et du territoire sur lequel ils sont commis pour éventuellement essayer de caractériser ces infractions urbaines. Présence discrète dans le droit positif, présence ostensible en dehors des codes. Très concrètement, vous connaissez... Et nous avons eu l'occasion déjà ce matin à plusieurs reprises d'évoquer la notion de violence urbaine qui a tant préoccupé Lucienne Bruitong et qui correspond donc à une réalité qui est absolument incontournable, les faits étant plus forts que l'éventuelle négation idéologisante qui veut les rayer de la réalité sociale. Mais, encore une fois, il ne s'agit pas d'un sujet de droit pénal spécial. Il s'agit davantage de criminologie, de sociologie de la contestation, ou d'éthologie, c'est-à-dire de la science des comportements. Qu'ont à faire les violences urbaines avec nos comportements sociaux. De fait, les violences urbaines sont aussi une préoccupation permanente des services de sécurité et de secours dans les villes. Ils en subissent également de façon continue les conséquences, quelle qu'en soit l'origine et le fondement. Et s'il ne s'agit pas d'un sujet de droit pénal, soit, il s'agit d'un sujet de police. Et c'est à travers cette qualité de question de police que les violences urbaines sont rattrapées par le Code général des collectivités territoriales. En effet, sur la réalité policière, c'est au travers la substance de l'exercice des missions de police que la question des caractéristiques de la délinquance des zones urbaines s'inscrit à nouveau dans le droit, puisque c'est ce critère qui départit, par exemple, les territoires soumis ou non au régime de police d'État. Pour ceux qui ne sont pas aguerris ou versés dans ce jargon, le régime de police d'État emporte la compétence du préfet de département aux dépens du maire sur un certain nombre de domaines, et également cette compétence et ce régime de police d'État emporte la compétence de la police nationale pour l'exercice des missions de paix et sécurité publique au quotidien. Et c'est donc le Code général des collectivités territoriales qui dispose le régime de police d'État peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance. Et on approche de notre sujet. Néanmoins, vous en convenez sans doute avec moi, ce texte est encore suffisamment imprécis. Il faut aller dans le décret qui est ensuite, qui lui fixe les modalités d'application du texte que je viens de vous lire, pour regarder comment, le cas échéant, on a essayé de préciser un peu la situation de la commune dans un ensemble urbain et les caractéristiques de la délinquance. Et que trouve-t-on alors à ce moment-là dans les articles réglementaires du Code des collectivités territoriales? Que le régime de la police d'État peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque deux conditions sont remplies. D'une part, la population de la commune ou de l'ensemble de la commune est appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, et cette population est supérieure à 20 000 habitants.
Et deuxièmement, et c'est ce qui nous intéresse, les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines. Et on a renversé un peu le sujet, c'est plus la délinquance urbaine, c'est les caractéristiques de la délinquance en zone urbaine. Mais on n'en trouvera pas davantage. Donc on n'a toujours pas éventuellement de solution pour savoir c'est quoi la délinquance urbaine et comment fait-on avec éventuellement cet appareil juridique embryonnaire. Eh bien là, la solution quand les juristes n'ont pas de texte, c'est qu'ils vont voir dans la jurisprudence le cas échéant pour voir ce que nous dit la jurisprudence. Et là, on a peut-être la chance d'avoir un petit peu de précision sur ce sujet, pour l'instant imprécisément défini. En 2008, une organisation syndicale a contesté un décret portant désétatisation ou suppression du régime de la police d'État, comme on dit, sur le territoire de la circonscription de sécurité publique de Vitry-le-François. Et le considérant du Conseil d'État disposait de la façon suivante que les chiffres de la délinquance générale, de la délinquance de voie publique et des infractions à forte participation de mineurs relevées sur le territoire de la circonscription sont très nettement inférieures à la moyenne nationale ainsi qu'aux chiffres enregistrés dans les départements français les plus sensibles. Et qu'ainsi, l'auteur du décret avait pu, sans commettre d'illégalité, estimer, le mot est, pardonnez-moi, faible, mais simplement estimer, au vu de ces éléments, que les caractéristiques de la délinquance ne sont pas celles des zones urbaines. Et donc vous voyez que finalement, même avec cette espèce, qui est l'une des rares espèces qui traite du sujet, eh bien finalement, on n'a encore une fois que très peu d'éléments et qu'on se réfère à des moyennes, à des rapports entre niveau de délinquance à tel ou à tel autre endroit, mais il n'y a pas de choses extrêmement précises. Les chiffres de la délinquance, on va un peu plus précisément, les chiffres de la délinquance de voie publique, et puis éventuellement, quelque chose qui était peut-être un peu plus fin et qu'il s'agirait peut-être d'examiner également de façon un peu plus attentive dans le futur, c'est les infractions à forte participation de mineurs. Voilà. Ce qui s'est dit donc était finalement relativement, enfin en ce qui me concerne, je trouve ces marqueurs peu satisfaisants et insuffisamment précis. Et pourtant, le traitement et la résolution de cette question, à quelle délinquance a-t-on affaire, emporte des conséquences sur, encore une fois, la compétence de police ou la compétence de gendarmerie. Et si je fais peut-être un petit peu de mauvais esprit, j'en suis amené même à me poser la question de savoir si c'est le fruit uniquement de mauvais esprit, mais je pourrais émettre l'hypothèse que notre cécité partielle sur le sujet est la conséquence d'éviter peut-être des questions délicates et de permettre, avec le prétexte donc d'une agilité du droit et de la souplesse, de faire rentrer n'importe quel pied dans n'importe quelle chaussure. C'est-à-dire quand on veut un résultat, eh bien, on tourne le droit de la façon à pouvoir lui faire dire ce qui intéresse celui qui pose la question. Et donc, mais je considère que c'est une vraie question. Si le droit, comme j'ai essayé de vous le montrer dans cette première partie de l'intervention, n'est pas un sujet de droit pénal, c'est vraiment un sujet de criminologie qui s'impose à l'agenda des politiques publiques de sécurité. D'abord, vous le savez sans doute tous ici, et pour certains mieux que moi, que urbanisme et criminologie ont un cousinage extrêmement fort, c'est-à-dire que c'est, d'une certaine façon, l'urbanisation, et notamment l'urbanisation dans les États-Unis d'Amérique, qui a été le levier du développement de la science criminelle et de la criminologie avec l'école de Chicago. L'espace urbain constitue de fait ce que l'on peut considérer comme un accélérateur et un amplificateur des dynamiques délinquantes. C'est ce que je vais essayer d'aborder maintenant. Je répète, l'urbanisation accélérée des États-Unis, ça a vraiment alimenté la criminologie, et les historiens ont démontré également l'importance du fait urbain en matière de sécurité, soit, mais également dans une autre des préoccupations fortes et qui va encore être accentuée d'ici le mois de mai prochain, la question du sentiment d'insécurité. Mais en fait, le nombre et l'urbain alimentent plusieurs mécanismes de propagation des désordres. Ainsi, les acteurs de la ville, qu'on a évoqué un peu ce matin, les élus locaux, les services publics et les forces de l'ordre, sont exposés à une pression particulière, et j'insiste sur le mot pression, et à des besoins sans équivalent, en prévention comme en répression.
On va s'attarder, si vous le permettez, sur quelques exemples de mécanismes simples, mais qui sont des mécanismes fondamentaux, là encore, qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou non, et que l'on nie ou non l'existence spécifique d'une délinquance en zone urbaine. C'est l'effet d'aubaine, c'est la diffusion des pratiques, c'est la rationalité du délinquant, et c'est éventuellement aussi quelque chose qu'on souligne relativement peu, mais l'éventuel impact de l'impunité. Comme l'anonymat et l'indifférence des tiers, la présence de nombreuses cibles multiplie les opportunités d'infraction. C'est d'ailleurs un des sujets de la prévention situationnelle dont on parlait tout à l'heure, Philippe Peigne et Philippe Tirlock. Mais au-delà, le rassemblement de personnes est propice également à la diffusion des modes opératoires. Il y a une pédagogie de l'exemple. Et donc, à partir du moment où l'on voit un comportement, on est susceptible de reproduire ce comportement. Et l'anonymat de la ville également favorise les passages à l'acte, c'est bien évident. Au-delà, donc, le rassemblement de personnes est propice à une autre forme de pédagogie. Et malheureusement, c'est ce que j'appelle, par petite provocation, l'exemplarité de l'impunité. Puisque... dès lors que l'impunité a un caractère public, qu'elle est connue de chacun, et que la probabilité est fortement réduite d'être interpellé, puis éventuellement de subir une peine qui soit réellement... qui porte un préjudice effectif à l'intéressé, on a très concrètement une dimension indolore de la judiciarisation également pour toutes les infractions de basse intensité. Et pas parce qu'il y a de la mauvaise volonté de la magistrature ou de tel ou tel, mais c'est parce que devant les flux, on a une incapacité, le cas échéant, à pouvoir tout traiter. Mais mécaniquement, on crée aussi, de la sorte, une forme d'exemple de l'impunité. Et chacun peut témoigner de l'impunité pour des raisons encore qui ne m'appartiennent pas comment dire, de mettre en évidence ici, mais qui ne sont pas sur le fond du dossier. Sur le fond du dossier, il y a aussi, encore une fois, l'impunité qui également fait sa propre publicité. Également, ce qu'on a également, c'est que la ville favorise les rassemblements et la désinhibition qui en découle. L'action collective, la capacité des groupes, la capacité de repli dans la ville, l'usage des violences de prédation, la réunion des mécontents, et puis ce que j'appelle aussi la convergence des mécontentements, constitue une sorte de grammaire obligée de la contestation. Et l'on sait bien que, j'allais dire, le mécontentement se retrouve éventuellement là où est le prince, là où sont les institutions, là où il y a, entre guillemets, les élus locaux, ou des choses comme des partenaires de cet ordre. Et donc, le regroupement des mécontents se fait aussi dans la ville. Donc au total, qu'il s'agisse d'incivilité, de délinquance ou de troubles à l'ordre public, c'est la combinaison de l'opportunité, de la rationalité et de l'impunité qui rendent complexes les stratégies de réponse. Mais toutefois, force est de constater que les mêmes mécanismes n'ont pas le même impact dans tous les territoires. Tout à l'heure, on nous parlait de la diffusion des dispositifs Ubersheet ou des choses comme ça, ou du développement de l'économie souterraine. Le développement de l'économie souterraine, il est d'autant plus facile, le cas échéant, sur certains endroits du bâti. Et c'est une constatation relativement banale, mais l'économie souterraine n'est pas forcément ce à quoi tout le monde pense et les stupes, mais vous avez tout ce qui tourne autour de l'automobile et les parkings sont autour des grands ensembles également. C'est-à-dire, encore une fois, les choses se passent là où elles peuvent se passer. Et il y a quelque chose de profondément naturel. Toujours en ce qui concerne cette délinquance en milieu urbain, sur les mécanismes, c'est qu'on a une sorte de chose très précise qui a notamment pu être décrite par un criminologue qui s'appelle canadien qui s'appelle Julien Piednoir. On a une sorte de dynamique d'accélération des faits d'incivilité et de délinquance dans les quartiers les plus fragilisés. Alors lui, ce criminologue qui s'appelait Piednoir avait une notion de micro-spirale du désordre. En fait, c'est le désordre appelle le désordre et on n'est pas très loin finalement de ce qui était au départ la théorie de la vitre brisée, qui fait que si concrètement, avec donc, cette théorie de Wilson et Kelling qui est déjà très ancienne, mais une absence de réaction favorise la réitération et le laisser aller dans le comportement. Et donc, ces comportements, naturellement, ils sont concrètement particuliers dans le monde de la délinquance.
urbaine. Sur le point suivant que je voudrais mettre en évidence, c'est le fait qu'on peut avoir aussi, pour s'attacher à réfléchir sur les caractéristiques de la délinquance en milieu urbain, un petit peu regarder ce que disent éventuellement l'historien et ce que disent le philosophe, pour voir s'ils nous apportent un éclairage particulier qui nous permette aussi de comprendre ce que l'on ne peut pas forcément éviter et avec lequel il faut, comme cela a été dit ce matin, faire avec. Hein. Mais dans un ouvrage déjà relativement ancien qui est d'Éric Monconen, qui s'appelle Police in Urban America 1860-1920, il y avait quelque chose de particulier qui a été noté sur l'évolution et une rupture dans l'organisation des polices avec un recentrage autour de l'activité judiciaire. Et un resserrement de l'activité également judiciaire, resserrement autour donc de la poursuite du crime qui peut du coup nous permettre de comprendre pourquoi il y a une telle il y a un état de fait sur la focalisation sur la recherche criminelle et sur l'enquête de police qui prend le pas sur d'autres activités de police que l'on ne peut pas forcément prendre en compte aussi bien que l'on souhaiterait parce que, encore une fois, il y a un surgissement de la masse judiciaire qui vraiment a changé, a créé une vraie rupture. Et cette rupture est si forte que dans l'esprit policier, vous avez des mythes qui sont extrêmement forts. Et on a eu, par exemple, la mythification de la brigade criminelle de Paris à la préfecture de police, mais à tel point que du coup, même cette mythification de la police criminelle à Paris se traduit même dans l'urbanisme, puisque on repasse maintenant, dans la désignation du lieu, on est passé du 36 quai des Orfèvres au 36 rue du Bastion. Mais on a voulu garder l'image du 36. Et c'est un symbole assez fort. De la même façon, aujourd'hui, un grand nombre de nos critiques des critiques qui sont formulées, à l'encontre de notre système policier, s'appuient sur cette préoccupation toujours plus grande pour l'enquête judiciaire. Et ça, c'est peut-être une critique qui doit être entendue parce qu'elle est profondément vraie, y compris si cette masse judiciaire est supportée et non pas déclenchée par les policiers eux-mêmes. Et ce que nous faisons concrètement, c'est que petit à petit, on essaye j'essaye de mettre en évidence que la dynamique spécifique de la délinquance en milieu urbain est insuffisamment prise en compte. Et que concrètement, de ce fait, puisqu'on n'a pas suffisamment réfléchi à cette dynamique spécifique de la délinquance en milieu urbain, on n'a peut-être pas non plus forcément mis exactement les moyens là où étaient les plus grands besoins. Dernière chose que je voulais dire également, et puis là, de la part d'un philosophe, montre qu'éventuellement certaines évolutions s'inscrivent encore particulièrement dans le monde urbain. C'est sur la base de l'ouvrage de Frédéric Gros, qui est également professeur à Sciences Po, mais qui est philosophe de formation, le fait que la ville est aussi un endroit où il y a quantité de flux et que ces flux nécessitent à la fois de la surveillance, du contrôle et de la régulation, c'est-à-dire une présence policière spécifique pour ne pas créer d'embolie. Mais les flux sont de tous ordres. Ce sont des flux de véhicules, alors ça c'est vieux comme l'automobile, ou même la voiture à cheval, mais ce sont également tous les flux de passagers des transports en commun, ce sont les flux de marchandises qu'il ne faut pas interrompre, et puis c'est, si je continue à m'attacher aux différents objets qui circulent dans la ville, les virus également. C'est-à-dire que là aussi, il y a un problème de circulation particulière du virus dans le milieu urbain. Et ça, c'est une donnée. Ce n'est pas parce qu'on veut que l'urbain soit plus grave pour je ne sais pas quelle raison, mais c'est que dans l'urbain, il y a quelque chose qui est lié à la densité de population et qui constitue en soi un risque particulier, et même donc le Covid-19 nous en a apporté les preuves, avec la contagion en milieu urbain qui peut être éventuellement plus forte qu'ailleurs, mais avec également la nécessité de prendre en compte les flux de marchandises, et d'avoir des dispositifs permettant de laisser courir les flux
de voyageurs dans les transports en commun pour que tout circule et pour que l'économie fonctionne. Et donc, à travers certains de ces parallèles, le Frédéric Gros, ce philosophe, j'allais dire, redonne du sens à ce que, à partir de Foucault notamment, on a appelé la biosécurité, mais qui est réellement le fait que la vie elle-même et la vie sociale dans le milieu urbain, comme processus fluide, devient un objet de sécurité également. J'essaye de revenir maintenant, après avoir montré combien le poids est important, simplement sur éventuellement une piste une piste pour travailler sur ce sujet de la délinquance ou criminalité en milieu urbain, avec comme fondement le fait que les enjeux sont énormes en matière de délinquance et de prise en compte des besoins. Les enjeux, c'est la rationalisation de la répartition des ressources disponibles. Est-ce qu'on met les forces de sécurité à l'endroit où elles le sont le plus nécessaire? Est-ce qu'on est capable de le faire? On a fait de grands efforts pour le faire. L'a-t-on fait suffisamment? Et l'a-t-on fait de façon suffisamment transversale? L'enjeu, c'est la qualité du service public qu'on rend à la population. La redevabilité envers cette population et la qualité du service, c'est lié aux moyens dont on dispose. L'enjeu également, c'est la prise en compte de la difficulté du travail des policiers. Vous savez qu'ici, on a beaucoup travaillé sur les RPS, et c'était un des premiers sujets de recherche du centre de recherche de l'ENSP, les RPS. Mais la pénibilité du métier de policier en milieu urbain, si le milieu urbain est si spectaculaire ou performatif que je l'ai dit en matière de délinquance et de criminalité, ça veut dire aussi qu'il pèse de façon extrêmement particulière sur le travail des policiers, voire aussi, vous l'entendez de façon récurrente, des policiers municipaux également, mais également des sapeurs-pompiers. Et puis, on a également l'enjeu de répondre aux formes renouvelées de la mobilisation collective avec là encore, des sujets qui sont des sujets vastes, mais qui peuvent avoir trait à la façon de réagir à des problématiques de contestation avec refus sans violence, la problématique de réponse à des sabotages, à des paralysies, et à des modes de régulation également, de résolution des conflits entre personnes, qui éventuellement laissent de côté les services de sécurité. C'est-à-dire que si je caricature à peine, ma pensée, ça voudrait dire qu'il existe sur certaines parties du territoire des endroits où le mode de régulation, ça n'est pas l'appel au service de sécurité de l'État ou de qui que ce soit, c'est la régulation la plus basique qui soit, à l'aide, le cas échéant, d'une violence réciproque où c'est le plus fort qui gagne, tout simplement. Et donc, pour répondre à cette problématique particulière, encore une fois, de la délinquance en milieu urbain, je voudrais que l'on essaye de réfléchir sur la notion de pression de la délinquance. C'est-à-dire qu'au lieu de parler tout le temps de taux de délinquance pour 1000, essayer de continuer à parler de taux de délinquance pour 1000, pour là encore essayer d'objectiver la réalité les réalités auxquelles nous sommes confrontés, mais éventuellement systématiquement de les rapporter à une aire urbaine donnée. C'est-à-dire regarder concrètement de la façon la plus physique qui soit pour ce qu'est une pression, c'est-à-dire une force qui s'exerce sur une surface, regarder à chaque fois et rapporter à chaque fois les taux de délinquance pour 1000 à un territoire donné. Là encore, en essayant d'objectiver le travail de lecture des souffrances d'un territoire, le mot a été employé ce matin de souffrance des territoires, derrière cette notion de pression de la délinquance, d'abord, cette notion de pression de délinquance, elle a une forte lisibilité, une intelligibilité immédiate, mais elle répond aussi à une autre caractéristique de ce qu'est l'urbain ou de ce que pourra devenir l'urbain et qu'évoquait tout à l'heure Pierre, c'est la verticalité. Si vous rapportez des délinquants sur un territoire spécifique, naturellement, vous prenez en compte la verticalité avec la densité de population sur tel type de surface. Et la verticalité, c'est aussi un problème particulier de ces grands ensembles dont on a quelques exemples pas très loin de nous dans le 9e arrondissement. Cette verticalité du bâti,
cette notion de pression de la délinquance, et bien du coup, ça me permet relativement facilement, alors d'essayer peut-être d'y penser encore et d'y penser avec vous, et puis de transmettre la parole au service statistique du ministère de l'Intérieur pour voir comment, déjà aujourd'hui, dans les chiffres de la délinquance, on peut déceler ce que j'ai essayé de vous faire passer comme message, c'est que finalement, dans le droit, on ne trouve aujourd'hui que peu de choses pour nous aider à avancer sur ce terrain de la délinquance urbaine. Merci de votre attention. Alors, bon, la transition était déjà assurée par Monsieur Joubert et par sa conclusion et ses brillants propos. Je comprends effectivement de votre intervention, bien que la notion de délinquance en milieu urbain mériterait à être cernée. C'est peut-être la raison pour laquelle on se trouve ensemble aujourd'hui. Mieux cernée, elle n'est pas prise en compte par le droit, ou très très peu. Elle est à peine recensée en criminologie, en sociologie, même s'il y a plus de choses qui peuvent être dites à ce titre-là. Et donc, de fait, elle est mal appréhendée et sa pas si bien appréhendée que ça, et sa spécificité, justement, mériterait à être creusée pour une meilleure appréhension, puisque tel est le but, finalement, de tout ça. C'est pas s'interroger pour s'interroger sur les notions, c'est mieux appréhender les phénomènes. Qu'en est-il des chiffres, alors, puisqu'on vous passait directement la parole, qu'en est-il des chiffres? Bonjour à tous. Donc, je suis Aurélien Poissonnier, je suis le chef du bureau. Alors, le nom n'est pas encore très stabilisé puisqu'il a été créé cet été, sur les analyses territoriales et les relations police-population au sein du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Donc, c'est un des 3 services statistiques ministériels du ministère de l'Intérieur, avec celui qui s'occupe de l'immigration et celui qui s'occupe des collectivités locales. Donc je vais vous présenter un peu les chiffres qu'on a. Je vais commencer par vous dire un petit mot de cet objet administratif un peu singulier qui est un SSM, pour que vous compreniez bien un peu mieux quel est le positionnement et quel est notre métier. Donc c'est un service statistique qui du coup est intégré à la statistique publique, donc qui est rattaché à l'INSEE. Il y en a dans plusieurs ministères, donc il y en a 16 en France. Mais au sein de l'intérieur, nous sommes rattachés au DGPN et au DGGN en double tutelle. Et nous sommes aussi un service statistique reconnu au niveau européen, ce qui nous impose un certain nombre de manières de travailler, de qualité, dans l'exercice de nos missions. Les grandes missions d'un SSM, quel qu'il soit, la première, c'est d'éclairer le débat public. Et donc, c'est en ça qu'on est un petit peu particulier, c'est que notre premier interlocuteur, c'est pas forcément les services, c'est notre deuxième interlocuteur, mais notre premier interlocuteur, c'est la population, souvent par le relais de la presse, pour éclairer sur nos sujets. Après, notre deuxième interlocuteur, et un interlocuteur privilégié, on va dire, c'est les services au sein du ministère. Et en particulier, le SSM-SI a récupéré les missions de l'ONDRP que vous connaissez peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc, au sein de ce service, qu'est-ce qu'on produit ? Eh ben, on produit tout un tas de chiffres à partir notamment de ce qui est saisi par les forces de police et de gendarmerie dans les logiciels de procédure qui nous permettent, après fiabilisation, de décompter au niveau national et dans des déclinaisons territoriales un petit peu ce qui se passe en matière de délinquance. Donc ici, pour vous rappeler un peu les grands ordres de grandeur, je vous ai mis un extrait du bilan statistique annuel qu'on produit pour voir un peu que les ordres de grandeur au niveau national, c'est 500 000 vols sans violence par an, 250 000 coups et blessures volontaires. Voilà, donc il y a une espèce de gradation un peu dans l'intensité de la violence au niveau national, en fonction des types, avec certaines typologies qui sont plutôt en hausse, comme les escroqueries, et d'autres qui sont plutôt en baisse, comme tout ce qui est lié aux véhicules.
Voilà. Après, si on essaye de regarder ce qui n'est pas déclaré à la police et à la gendarmerie, parce que malheureusement tout le monde ne viendra pas vous voir, on a des taux de dépôt de plainte qui peuvent être très variables. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête quand on commente les chiffres. C'est pas parce que on a tant de faits déclarés pour un certain type qui s'en est réellement passé autant. Typiquement pour les cambriolages et les vols de voitures, on vient vous voir, service de police ou de gendarmerie, pour porter plainte, pour ensuite donner le papier à l'assurance. Mais coups et blessures, violences sexuelles et sexistes, tout ça, les taux de dépôt de plainte sont beaucoup plus faibles. Donc les chiffres sont plus faibles dans le slide d'avant, mais aussi parce que les taux de dépôt de plainte sont plus faibles. Donc c'est important de l'avoir en tête. Alors, maintenant qu'on a ce cadrage national un peu en tête, qu'est-ce qu'on peut dire si on fait une petite analyse communale et qu'on regarde un petit peu par taille de commune? Là, je vous livre quelques exploitations d'une base de données qui est en cours d'expertise. L'expertise et les redressements ne vont pas changer globalement le message que je vais vous apporter ici. Et ce sera mis en ligne en premier trimestre 2022. Donc vous pourrez on va essayer de développer des outils pour que vous puissiez aller voir par vous-même ce qu'il peut y avoir dans ces bases de données. Donc je vais vous faire des graphiques pour que ce soit plus parlant que des tableaux. Donc là, vous avez par taille de commune sur l'axe horizontal, par taille de commune, le nombre d'homicides, coups et blessures volontaires, etc., pour 10 atteintes, pour ceux à qui ça parle, issus de l'État 4001. Et si on prend les plus gros, ça va être dans les coups et blessures volontaires, les cambriolages et les vols sans violence. Voilà, les vols sans violence. Mais il y a un schéma général qu'on voit apparaître. C'est plus la commune est grande, plus vous allez avoir de faits constatés sur la commune en question. Donc ça, c'est un peu tautologique. Enfin, on enfonce un petit peu une porte ouverte quand on dit ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le même phénomène, mais avec moins de variations dans les petites tailles, s'opère quand on regroupe les communes en aires d'attraction des villes ou en unités urbaines. Il est dans les slides complémentaires. Donc les unités urbaines, c'est la continuité du bâti, et les aires d'attraction des villes, c'est une notion plus large où on regarde les gens qui vont travailler dans une commune ou dans une autre, donc qui est un peu le bassin de vie ou les zones d'emploi. Enfin, tout ça, c'est des notions qui sont assez proches. Ce qui est intéressant quand même de constater, c'est qu'une fois qu'on l'a rapporté à 1000 habitants, il y a quand même une gradation. Donc ça, c'est les taux pour 1000 habitants maintenant en horizontal. Et la taille de la commune. Ouais, là, j'ai fait commune. Et on voit quand même qu'il y a quelque chose de progressif. C'est-à-dire que plus la commune est petite, et plus le taux pour 1000 habitants est petit. Donc l'intensité par habitant de la délinquance, et ça c'est vrai pour tous les types de délinquance qu'on représente ici, plus la commune est grande et plus l'intensité est grande. Donc il y a une surproportionnalité de la délinquance. Ce qui n'est pas évident quand on regarde ces graphiques-là. On peut se dire, c'est proportionnel, c'est proportionnel. Voilà. Mais quand on regarde vraiment un peu plus dans le détail, il y a une surproportionnalité donc, qui fait que plus vous avez de monde et plus les gens sont potentiellement victimes. Après, quelque chose qui est intéressant de regarder, celui-là je vais vous aider aussi à le lire parce qu'il n'est pas forcément intuitif. Là, j'ai regardé par commune, est-ce qu'on a 0 fait constaté, 1 fait constaté, 2, 3, 4, 5, entre 5 et 10 ou plus de 10. Et ce qu'on voit ici, c'est que si je prends par exemple les coups et blessures volontaires, il y a quand même une majorité des communes où il n'y a rien ou un seul coup et blessure volontaire enregistré. Donc en nombre de communes, donc si on se place du point de vue des maires par exemple, il y a beaucoup de maires qui sont confrontés à pas grand-chose pour un grand nombre de faits. Heureusement pour les homicides, on est quasiment tout le monde à 0. Et on voit une gradation aussi dans la violence. Là, c'est pas rangé par gradation de violence. Mais bien sûr, vous avez très peu d'homicides,
peu de vols avec armes, vraiment peu, il y en a un tout petit peu, mais on en voit très très peu. Des vols violents également très très peu. Et c'est que sur des choses comme des vols de véhicules, des cambriolages, où on commence à toucher plus de communes, mais on a toujours presque la moitié des communes où il ne se passe quasiment rien, et quasiment chaque année entre 2016 et 2020. Donc si on essaye de rentrer dans la typologie des communes, en regardant les unités urbaines, elles sont regroupées sont découpées en centres, donc qui est la grosse commune qui va un peu attirer les autres, la banlieue, donc la banlieue du centre. Vous avez également des communes qui sont à elles toutes seules une unité urbaine, c'est des communes de plus de 2000 habitants qui forment une continuité du bâti, mais qui sont isolées des autres communes. Donc ça, c'est des communes isolées. Donc est-ce que c'est du rural, est-ce que c'est de l'urbain, en fonction de la taille, c'est pas complètement clair. Et puis après, vous avez les communes hors unité urbaine. Donc là, on est assez confiant qu'on parle de ruralité. Et si on regarde un peu cette décomposition, on voit que la décomposition entre les communes où il ne se passe rien du tout et les communes où il se passe quelque chose est très très clairement portée par les communes rurales. En fait, dans la population des communes, vous avez énormément de petites communes, voire de très petites communes, donc qui tirent le graphique qu'on a vu précédemment. Si maintenant j'isole les communes centres ou les communes un peu plus grosses, là on voit qu'il s'y passe des choses. Il s'y passe des choses dans des proportions beaucoup plus importantes. Et si maintenant j'essaye de compter les faits, non plus les communes, mais compter vraiment les faits qui s'y passent, on voit que c'est vraiment les... Donc si on regarde les violences sexuelles où on est à peu près 50 000 par an, la moitié est expliquée par les communes centres. Alors que les communes centres, en nombre de communes, elles sont assez peu nombreuses. Donc on voit se déformer en fait la population des communes en population des atteintes constatées, avec un surpoids de la délinquance urbaine. Donc c'est ces zones-là qui sont plus peuplées qui vont tirer la délinquance qu'on observe au niveau national. Et bon, à chaque fois, je vous ai tracé tous les graphiques, mais c'est aussi pour que vous voyez visuellement que le propos, il n'est pas centré sur un type d'atteinte. C'est quand même quelque chose, un fait qui est très général, qui est sur toutes les atteintes qu'on a là, qui sont les 10 classiques qui sont suivis dans la note de conjoncture mensuelle du service. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vous fais un petit pas de côté et aller voir ce qu'on a déjà produit et que vous pouvez relire dans les publications du service. Il y a quand même des spécificités qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'on observe là et qu'on a déjà identifié, qui sont quand même assez claires. La première, c'est le transport en commun. Il y a aussi des questions sur le ressenti de la population. Enfin, je vais vous les lister et puis à la fin vous avez les références des publications associées. Un premier fait, c'est que dans le milieu urbain, vous avez une spécificité par rapport au milieu rural, c'est que vous avez des transports en commun, en particulier dans l'agglomération parisienne, et que le transport en commun, c'est un lieu spécifique qui va drainer un certain nombre d'atteintes, et notamment les vols sans violence. Les vols sans violence, en gros, c'est les pickpockets qui viennent vous faire les poches dans le métro et faire les poches des touristes, notamment. Donc, si on regarde au niveau national, les vols sans violence, c'est 18% dans les transports. Et si on regarde vraiment ce qui se passe en Île-de-France, donc de l'urbain de chez urbain, on est sur 36% des vols sans violence qui ont lieu dans les transports en commun. Donc, on a vraiment une forte prévalence de ces atteintes dans les transports en commun. Donc il y a une spécificité assez claire de l'urbain. Et si on regarde maintenant par commune, les communes dans lesquelles il y a le plus de ces types d'atteintes, et on regarde les victimes de vols et de violences dans les transports, il y en a 76 000 à Paris contre un ordre de grandeur en dessous, seulement 7 000 à Lyon.
Donc il y a aussi, on se doute bien qu'il y a aussi un effet l'urbanisation, la manière dont elle est construite, crée des opportunités pour un certain type de délinquance. Si vous regardez la liste, c'est pas du tout une liste par ordre de population avec les mêmes proportions, mais c'est vraiment une liste qu'il faudrait mettre en regard de l'intensité du réseau de métro, de l'utilisation des bus, etc. Marseille arrive que 3e et loin derrière les autres, mais à Marseille, il y a un réseau de métro qui est beaucoup moins développé qu'à Paris. Autre spécificité de l'urbain, mais qui est liée, c'est le fait que ce qu'on y déclare, donc quand là je m'adresse aux policiers, quand vous serez en poste, ce que vous verrez arriver ne sera pas forcément représentatif de ce qui se passe autour de vous, parce qu'on peut aller déposer plainte ailleurs, et notamment en région parisienne. 6% des faits qui sont déclarés à Paris ont eu lieu ailleurs. C'est pas beaucoup. Mais 30% des faits qui ont lieu à Paris sont déclarés ailleurs. Parce que les gens, ils vont à Paris travailler, ils se font piquer leur portefeuille dans le métro, et ils le remarquent plus tard, et ils le déclarent en rentrant à la maison, quand ils sont rentrés chez eux dans les départements limitrophes. Et donc ça, c'est aussi un phénomène important dans l'analyse de la délinquance et dans la compréhension de la délinquance, c'est qu'il n'y a pas que les mises en cause qui bougent, il y a aussi les victimes qui bougent. Et pour comprendre le phénomène dans sa globalité, il faut essayer de regarder les choses pas seulement en lieu d'enregistrement, mais aussi en lieu de commission, si je vous sors le jargon un peu technique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir dans le milieu urbain, beaucoup plus que dans le milieu rural, parce que dans le milieu rural, c'est déjà un effort d'aller à la brigade de gendarmerie la plus proche. On ne va pas s'amuser à aller dans celle qui est 2 heures plus loin, quoi. Alors, quelque chose où il n'y a pas de schéma très très clair, mais je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas encore complètement sûr qu'il n'y ait pas de schéma. C'est sur le taux de dépôt de plainte. Le taux de dépôt de plainte ici, par taille d'unité urbaine, on voit qu'il varie. La seule difficulté, c'est que la source qu'on a ici, c'est l'enquête cadre de vie et sécurité. Et pour faire ce type de statistiques de taux de dépôt de plainte pour les atteintes les plus fréquentes, il faut quand même qu'on empile, parce que c'est une enquête qui n'est pas forcément extrêmement grosse. Enfin, elle est déjà grosse pour une enquête de la statistique publique, mais pour faire ce genre de calcul, elle ne l'est pas assez. Donc, il y a des variations, typiquement sur les cambriolages, pour le dire simplement. Il y a une différence de taux de dépôt de plainte dans l'agglomération parisienne par rapport à la moyenne nationale, qui semble significative du point de vue statistique. Mais là, on a empilé 2012 à 2018, donc 6 années d'enquête. Donc, on n'est pas complètement conclusif là-dessus. On fera mieux dans le futur parce que la taille de l'échantillon va être multipliée par 10 sur cette enquête-là. Et avec cette augmentation de la taille de l'échantillon, on va pouvoir faire des choses territoriales un petit peu plus fines dans une année. Là, on mélange peut-être des effets locaux avec des effets temporels. Voilà, donc il y a des phénomènes très probablement de variation géographique du taux de dépôt de plainte, mais avec les sources dont on dispose actuellement, on ne peut pas dire des choses de manière complètement péremptoire. Si maintenant on se place du point de vue du ressenti de la population ou du vécu de la population, il y a aussi des spécificités dans l'urbain qui sont assez clairement documentées. La première, c'est que quand vous êtes en ville, la probabilité que vous observiez de la délinquance, pas que vous y soyez directement confronté, mais juste vous l'observez de plus ou moins près, est plus élevée. Et donc, dans l'agglomération parisienne ou dans les grosses unités urbaines, vous êtes plus souvent témoin de trafic et de types de délinquance que quand vous êtes en zone rurale. Et le corollaire de tout ça,
c'est que votre opinion sur la sûreté du quartier dans lequel vous vivez est plus faible de 10 points quand vous êtes dans Paris ou dans une grosse unité urbaine que quand vous êtes en zone rurale. Donc c'est des phénomènes miroirs, mais il est important de savoir que cette notion de sentiment d'insécurité n'est pas directement liée au vécu. C'est-à-dire que si on regarde vraiment dans les enquêtes, est-ce que les gens qui se disent en insécurité ont été elles-mêmes, ces personnes-là elles-mêmes, victimes d'une atteinte? C'est pas toujours le cas. Le fait d'observer de la délinquance ou d'avoir des gens dans le hall d'immeuble, dans le quartier qui traînent, même si c'est des choses qui ne sont pas délinquantes, c'est-à-dire des jeunes assis sur un banc qui boivent des bières, ils ne font rien de complètement répréhensible, ça peut suffire à générer un sentiment d'insécurité. Donc il y a une part de subjectivité dans le sentiment d'insécurité ou une part d'atmosphère ambiante qu'il faut aussi savoir percevoir et qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, je vais faire un petit zoom sur le cas des QPV, des quartiers prioritaires de politique de la ville. Parce qu'effectivement, ces quartiers, ils se démarquent encore plus du reste des grosses unités urbaines. Ils ne sont pas toujours d'ailleurs en grosses unités urbaines, ils sont parfois dans des unités plutôt rurales, mais ces quartiers-là, ils ont une spécificité dans le sens où il y a un taux de victimation qui est plus élevé, donc 127% supérieur aux autres quartiers, pour un certain nombre d'atteintes sur les vols par exemple, sur les violences sexuelles en dehors du ménage, et c'est le cas pour quasiment toutes les atteintes à des degrés divers. Donc il y a une victimation qui est nettement plus forte dans ces quartiers. Il y a du coup un sentiment d'insécurité qui est aussi plus élevé, 2,6 fois plus élevé, le fait d'être souvent ou de temps en temps en insécurité dans son quartier ou 1,6 fois à son domicile, donc un sentiment d'insécurité plus fort. Et le corollaire, c'est vous avez également beaucoup plus de mise en cause pour des faits divers et variés, des fois des faits plutôt violents, des vols avec armes ou des vols violents sans armes, qui témoignent d'une certaine spécialisation de la délinquance dans ces quartiers-là. Donc il faut aussi voir ces quartiers un peu comme un tout, où c'est pas juste des quartiers où on va chercher les mises en cause, c'est aussi des quartiers où il y a les victimes, et c'est aussi des quartiers où il y a un sentiment d'insécurité qui est global et très latent, ce qui fait la spécificité de ces quartiers en fait dans tous les aspects des missions de police. Sur les taux de plainte, donc c'est la même difficulté que celle que j'évoquais à propos des taux de plainte par taille d'unité urbaine. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'a priori, il n'y a pas des taux de plainte systématiquement plus faibles dans les QPV que hors QPV. Donc il n'y a peut-être pas... ça peut être étonnant, enfin, on pourrait avoir un a priori de se dire, quand on habite en QPV, il y a peut-être une défiance supérieure vis-à-vis de services de police, et donc on franchira peut-être pas la porte du commissariat. C'est pas clairement le cas. Enfin, il n'y a pas de schéma clair au travers de ces différentes atteintes qui montre une défiance systématique vis-à-vis de la police. Voilà, donc ça c'est l'état un peu de la connaissance au sein du service. Alors ce que j'ai peut-être pas dit, c'est que le bureau de l'analyse territoriale et des relations police-population, il a été créé cet été, donc on est passé de 2 en juin à 6 au mois de septembre. C'est un service qui a été créé assez récemment, donc c'est vraiment un service qui est en train de se créer et de monter en compétences. J'ai pas parlé de stupéfiants, alors que en territoire urbain, c'est peut-être un sujet qu'il faut aborder, pour une raison assez simple, c'est que mon bureau est le dernier créé, mais suite juste avant, qui a quelques mois de plus, c'est criminalité organisée qui fait tout ce qui est stupéfiants,
criminalité organisée en tout genre, donc les trafics, la traite des êtres humains, la cybercriminalité. Et donc, les questions de stupéfiants, le croisement stupéfiant territorial, il n'est pas encore suffisamment approfondi, mais c'est des choses que vous allez voir, que vous pourrez voir assez bientôt dans les prochaines publications. Bon, j'ai annoncé le doublement de multiplication par 10 de la nouvelle enquête de victimation qui va nous permettre d'aborder plein de sujets, mais notamment traiter l'angle territorial. Et ça devrait être un sujet, voilà, une source riche d'enseignement au niveau territorial. Sachant que le premier volet thématique, c'est aussi un sujet qui va intéresser particulièrement mon bureau. Ça va être sur les interactions entre les forces de sécurité intérieure et de la population. Donc là, on va avoir aussi du grain à moudre pour le bureau. Et si vous voulez suivre un petit peu l'actualité du service, alors la prochaine grosse sortie, c'est en décembre. Il y a un ouvrage qui est coproduit avec l'INSEE qui s'intitule Sécurité et société, dans lequel on va aborder autant que faire se peut toutes les thématiques associées à la sécurité. Vous avez la note de conjoncture mensuelle. Tous les mois, il y a 12 indicateurs qui sont publiés sur les 12 plus grosses atteintes et qui sont corrigés des variations saisonnières, donc ce qui permet de comparer 2 mois a priori non comparables. Par exemple, les mois de vacances, il n'y a pas la même délinquance que les mois hors vacances, les mois de rentrée ou les mois plus standards. Donc ça corrige, ça permet d'avoir une vision un peu plus propre de ce qui se passe en conjoncture. Il y a 2 gros produits du service qui sont le rapport de l'enquête cadre de vie et sécurité et le bilan statistique. Et la première photographie du bilan, elle sort au premier trimestre. Et puis après, on fait aussi des études sur des thèmes plus particuliers. Donc, il y a des études sur les transports, il y a des études des fois sur les QPV, des études sur un certain type d'atteinte, sur les biens ou les personnes. Le plus simple, si vous n'avez pas envie d'aller sur le site internet tous les jours, je vous encourage à vous inscrire, à suivre le compte Twitter. Et sur le compte Twitter, vous avez toutes les publications. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent au quotidien, c'est le moyen un peu de suivre un petit peu tout ce qu'on produit. Je crois que oui, je m'arrête là. S'il y a des questions, j'ai des figures annexes. Merci. Merci infiniment de cette intervention qui est passionnante, qui est difficile à digérer, autant de données d'un coup, alors en plus avec le coup à l'envers. C'est assez impressionnant. Alors moi, en tant que juriste qui avait l'habitude de simplement rapidement regarder le site du ministère de la Justice sur les quelques données qui sont finalement très, très faibles de délinquance, là, je vais m'abonner immédiatement au tweet Interstat. Voilà, même si je connais quelques études, évidemment, je n'avais pas l'impression qu'il y avait autant de choses. Et c'est vrai que sur la spécificité de la délinquance, je trouve que les chiffres le démontrent sans doute mieux cette spécificité que ne peut le faire le droit ou la sociologie ou la criminologie, parce que clairement, c'est beaucoup plus objectif. Après, est-ce qu'on ne fait pas trop parler les chiffres? Alors, je pense qu'il y a peut-être une discussion. Alors, en tous les cas, ce que j'ai retenu, c'est que plus on habite une grande ville, plus on est en insécurité. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait retenir ou pas. Je pense qu'on peut peut-être ouvrir la discussion. En ce qui concerne le timing, est-ce que je donne la parole aux intervenants qui sont sur cette chaire ou au public? Alors peut-être immédiatement, vous me permettrez, peut-être Madame Montels, qui est donc sous-directrice à l'École nationale de la magistrature, si elle veut réagir ou intervenir peut-être sur cette spécificité. Et ensuite, bien entendu, nous écouterons Monsieur Péroudon. Je vous remercie. Je vais être assez rapide parce que
Voilà, le temps est compté. En fait, moi, quand on m'a sollicité pour cette table ronde, eh bien, comme je suis magistrate, mais que je ne suis pas en juridiction actuellement, je me suis tournée vers mes collègues. Alors d'abord, les collègues qui forment les magistrats. Et je leur ai demandé, au regard de l'intitulé de la conférence, eh bien, qu'est-ce qu'ils avaient à me dire, question ouverte, qu'est-ce que vous avez à me dire sur ce thème ? Et voilà donc ce que j'ai recueilli de leurs témoignages. Donc je vous précise, c'est donc mes collègues qui sont chargés de la formation initiale, que j'ai été voir en premier parce que je suis à Bordeaux et que c'est là que se passe la formation initiale, chargés de former les futurs magistrats du parquet. C'est eux que j'ai sollicités, donc vous voyez déjà, j'avais cette optique. Donc ils m'ont répondu sur le thème des manifestations violentes dans les villes. Et ils m'ont dit qu'ils s'étaient formés eux-mêmes, si j'ose dire, un peu sur le tas, au vu des événements qui se sont produits à partir des manifestations de Gilets jaunes. Et ensuite, ils ont conçu des exercices de simulation, enfin si on veut, ou des exercices de cas pratiques pour les élèves à partir de cette expérience qu'ils ont d'ailleurs vécu dans les parquets, non, c'est Bordeaux, hein, pour ne pas le citer, et qui a été vécu dans d'autres grandes villes aussi. Donc c'était intéressant parce que, en fait, on n'est pas parti du droit, on est parti de ce qui se passe épisodiquement, cette délinquance qui surgit et qui d'ailleurs ne vient pas de la ville, mais en ce qui concernait les manifestations de Gilets jaunes, elles venaient des périurbains. Donc c'est assez intéressant, je trouve, parce qu'on s'interroge sur la délinquance urbaine. Qu'est-ce que c'est ? C'est aussi la délinquance qui vient de l'extérieur. Après, je leur ai posé aussi des questions naïves, comme « Mais est-ce que les mineurs non accompagnés, c'est pas ça la délinquance urbaine ?» Pour moi, c'était un des sujets. Ils m'ont dit non, pas du tout, parce qu'ils sont partout. En fait, il n'y a pas forcément de spécificité urbaine. Maintenant, les mineurs non accompagnés sont partout. Et enfin, le dernier point que j'ai pu mettre à jour avec eux, mes collègues en formation initiale, c'était la question du travail en relation avec les forces de police, évidemment. C'était très intéressant parce que ce qui a émergé, c'est le travail de la police dans les circonstances, par exemple, de manifestations violentes. Il est très compliqué et on a travaillé là-dessus, magistrats et policiers, ou en plus des autorités préfectorales, sur la coordination, sur la préparation et sur la façon en fait de travailler pour que les infractions puissent être en fait sanctionnées ou puissent donner lieu à des poursuites simplement. Parce que du coup, après avoir interrogé mes collègues de formation initiale, je suis allée voir mes collègues de formation continue et je leur ai dit, mais au fait, qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation continue des magistrats ? Qui sont les magistrats formés à ces thématiques ? Alors, il y avait une session sur élaborer, animer, évaluer une politique pénale locale. Alors ça, c'est la problématique des quartiers qu'on a bien cernée ici. Mais il y avait aussi, pour moi, la question de est-ce que les magistrats du siège sont concernés par ces formations ? Sur ce que c'est que, par exemple, les phénomènes de manifestations violentes et comment les juger. Alors, la réponse, c'est qu'il n'y a pas encore de session de formation là-dessus, si ce n'est qu'il y en a une sur les pratiques le travail policier dans des circonstances de maintien de l'ordre. Ça, c'est une nouvelle session de formation et peut-être qu'elle concernera aussi des magistrats jugeants. Voilà donc mon témoignage de ce que je peux dire de la vision des magistrats. J'ai interrogé aussi des procureurs de tribunaux comme le tribunal judiciaire de Senlis qui anime donc cette session de formation sur la construction d'une politique pénale et qui m'ont donc rapporté les problèmes de coordination qu'on a évoqués, dont je viens de vous parler, et aussi les problèmes d'implantation des commissariats. Je crois qu'on en a un petit peu parlé ce matin, qui ne sont pas très rationnels par rapport aux problèmes de ce quartier, en fait, d'infraction et de délinquance dans les quartiers politiques de la ville. Donc ça, c'était un élément qui a été mentionné par le procureur de Senlis. Voilà, moi j'ai terminé parce que c'est un petit témoignage que j'ai recueilli autour de moi et je voulais vous en faire part en disant que ce qui est important, ce qui ressort de ça, c'est que le travail doit être conçu pour cette délinquance en étroit partenariat et certainement en amont des événements quand événement il y a et en amont de
Je ne sais pas ce qu'on peut dire. Pour ce qui concerne les quartiers, c'est un travail en fait de plus ou moins de prévention qui doit être très approfondi et qui se déroule dans des comités, dans le cadre des politiques dédiées avec les plans interministériels. Enfin, il en surgit très, très régulièrement de ces plans qui visent à coordonner en fait les efforts sur ces quartiers dont Madame nous a parlé ce matin, qui concernent aussi les politiques de la ville. Voilà, je vous remercie. Merci. Ça marche? Voilà, c'est ça. Merci, Madame la sous-directrice. Alors peut-être qu'il y a un lien, je ne sais pas, peut-être statistique, entre le choix de poursuite et le type et la nature de la délinquance, comparution immédiate, alternative. Je ne sais pas si ces chiffres-là existent. En tous les cas, pas encore. Ça pourrait être intéressant. Monsieur l'inspecteur général Didier Péroudon, ancien des DSP Nord, donc je pense que votre expérience pourra peut-être parler pour nous dire est-ce qu'il existe une spécificité, selon vous, de la délinquance en milieu urbain? Oui, j'ai été DDSP dans beaucoup de départements d'ailleurs, et j'ai fini dans le Nord. Je suis très amusé parce qu'il y a un peu plus de 40 ans, je passais mon concours de commissaire de police et au grand oral, on m'a posé la question: quelle est la différence entre la criminalité rurale et la criminalité urbaine? Donc j'ai l'impression, grâce à vous, de faire un retour en arrière et de rajeunir. Alors, je voulais juste réagir par rapport à tout ce qui vient d'être dit. D'abord, je souscris tout à fait aux éléments qu'a apporté Didier. Dans mes fonctions, j'ai travaillé dans des grandes villes, voire des très grandes villes. Aujourd'hui, j'habite dans un village de 1200 habitants, où je me suis retiré pour prendre ma retraite. Et je me rends bien compte de la différence. Et la différence qu'il y a dans un village par rapport à la ville, elle participe clairement de la prévention situationnelle. C'est ce qu'on appelle, en prévention situationnelle, la surveillance naturelle. Hein, moi, quand je fais réviser ma voiture et que mon garagiste me prête une voiture de courtoisie, le lendemain, mes copains me disent « T'as changé de voiture ?» Non, j'étais juste en révision. Donc il y a une surveillance qui est pesante d'ailleurs, qui est gênante, mais qui fait que dans la petite commune, dans le village, la surveillance naturelle s'exerce en permanence, et que ça, c'est clairement quelque chose qui va gêner les délinquants. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, la ville, elle présente beaucoup de caractéristiques, et elle présente beaucoup de caractéristiques qui vont favoriser la délinquance. Elles ont été évoquées largement par Didier. Je voudrais en rajouter quelques autres. Tout d'abord, la ville, c'est une concentration d'un certain nombre d'objectifs pour les délinquants ou pour toutes les actions qui troublent l'ordre public. C'est dans les villes qu'il y a les préfectures ou les sous-préfectures. C'est donc là qu'auront lieu les manifestations. C'est dans les villes que sont les grandes directions des entreprises. C'est là où auront lieu les manifestations. C'est dans les villes que sont les tribunaux. C'est là où auront lieu les manifestations de soutien aux détenus, etc., etc. C'est dans les villes où se concentre l'essentiel des médias, et donc qui vont être aux premières loges pour pouvoir rendre compte, voire déformer, pardonnez-moi, mesdames et messieurs les journalistes, ce qui se passe. Donc, il y a tous ces objectifs qui font que les prédateurs vont avoir tendance à venir vers cette zone de prédation qui est plus riche, plus poissonneuse que les autres parties du territoire. En même temps, cette surcharge d'activité va avoir une conséquence, c'est qu'elle va mobiliser les forces de police. Et quand un policier... Pour moi, la police, si vous voulez, c'est pas quelque chose de sédentaire. Je me rappelle dans l'histoire, on parlait du guet dormant sous l'Ancien Régime. C'était les chevaliers du guet qui étaient dans leur guérite et qui bougeaient pas. La police, pour moi, c'est les chars d'assaut. Hein, on n'a pas gagné la guerre avec la ligne Maginot, mais c'est l'aviation et les chars d'assaut qui font gagner la guerre. Donc c'est la police sur le terrain, c'est la police en enquête, c'est la police en activité. Or cette police, elle va être en permanence monopolisée par un certain nombre de choses. Les gardes statiques, les services d'ordre très chronophages devant les préfectures, les audiences dans
les tribunaux, palais de justice, à la cour d'assises, où il va falloir assurer la sécurité de tout ça. Donc c'est quelque chose de très chronophage qui va prendre du personnel. Alors je ne parle même pas de la garde des détenus hospitalisés, qui est dans notre pays quelque chose contre lequel je m'élève depuis 40 ans, mais je continuerai jusqu'à ma mort. On va d'un seul coup décider qu'on hospitalise un détenu, paf, on supprime 2 patrouilles de gardiens de la paix. C'est deux cartes police-secours qui disparaissent. Et ça pendant 24 heures, 48 heures. Alors on a créé des UHSI où on hospitalise soi-disant les détenus, mais ça ne marche pas. Parce que dans les UHSI, il n'y a pas de plateaux médicaux. Et donc, quand les plateaux techniques, du moins, et quand il faut faire des examens particuliers, il faut les transporter sur les plateaux techniques. Parce que les médecins n'ont pas envie de voir leurs malades dans les UHSI. Parce qu'il faudra que leurs infirmières, que leurs collaborateurs se déplacent dans l'UHSI pour faire les soins, alors qu'ils sont si précieux dans le service où il y a beaucoup de malades. Donc tout ça ne fonctionne pas, et c'est encore du fonctionnaire de police qui disparaît et qui ne sera plus sur la publique. Et ça crée de la délinquance. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut essayer d'alléger les charges de la sécurité publique, et qu'il n'est pas le fourre-tout dans lequel on jette tout ce qu'on ne sait pas quoi faire, eh bien, on aura des problèmes de gestion de la sécurité dans les villes. Il faut bien qu'on le comprenne. On a mis des années à se débarrasser des vacations funéraires. On ne s'est pas encore débarrassé des procurations électorales. Et il y a encore un tas de choses qui ont été aggravées par la RGPP. C'est ce que j'appelais, au grand désespoir de mes préfets, le double effet RGPP. C'est-à-dire que non seulement on nous a enlevé les gardiens de la paix, mais en plus, certains services se sont déchargés sur nous de charges qu'ils ne pouvaient plus exercer, et on nous a encore pris du potentiel. Autre point sur la ville, c'est que les voyous utilisent la ville. Je crois qu'il faut arrêter de prendre les voyous pour ce qu'ils ne sont pas. Les voyous sont des gens intelligents. Ce sont des professionnels. Ce sont des techniciens de leur métier, qui est le métier de voyou. Et quand on a un dealer qui s'installe dans un secteur, il ne va pas s'installer au petit bonheur la chance. Il va choisir l'immeuble qui va bien, avec les accès, la capacité de voir, une population suffisamment peu cohésive pour qu'elle puisse l'aider, même à son corps défendant. Donc, le voyou va utiliser cette ville. Alors, on lutte là contre la prévention situationnelle, contre les études de sécurité que l'on fait avec les constructions. Mais il faut voir que la ville va présenter tout un tas d'avantages, et donc que le prédateur va venir se nicher dans ces coins-là, parce que comme le brochet guette le petit poisson dans les coins de la rivière, et ben lui, il se met dans le bon coin où il sait que le courant va être favorable. Autre point que je crois important de souligner, c'est, vous l'avez évoqué un peu, monsieur, c'est la notion de sentiment d'insécurité par rapport à la délinquance. En ville, la notion de sentiment d'insécurité court très vite. Elle est forte dans les campagnes, parce que la tolérance est nulle dans les campagnes. Mais on n'est pas tout à fait sur les mêmes schémas. L'insécurité dans les villes, elle peut être le fait de très peu de choses. C'est ce que Sébastien Rocher a qualifié d'incivilité. Mais regardez la différence. Vous avez un homicide, une dame, par exemple, qui tue son mari, qui lui rendait la vie impossible. Ça va être l'émoi, dans le quartier comme dans le village. Mais cet émoi va passer. On va en parler pendant quelque temps, et puis on va oublier. Après tout, il l'avait bien cherché, après tout, c'était leur histoire, et puis petit à petit, on va l'oublier. Mais prenez un fait qui n'est pas grave du tout. Le pipi dans l'ascenseur. Le pipi dans l'ascenseur qui va perturber la vie d'un immeuble entier, qui va modifier dans cet immeuble la façon de se comporter, la façon de vivre, la façon d'inviter des gens. Je n'inviterai pas ma collègue de travail parce que je ne veux pas qu'elle voie qu'on pisse dans l'ascenseur de mon immeuble. Et donc je refuse d'aller prendre l'apéritif ou d'aller dîner chez eux parce que je ne saurais pas comment leur rendre l'invitation. Donc tout ça, c'est des phénomènes qui sont très urbains et qui vont venir, à côté de la délinquance, perturber complètement la vie des habitants. Et puis enfin, rajoutons aussi l'effet du politique.
Vous évoquiez, madame, le problème des implantations immobilières de la police nationale. Tous les maires veulent avoir leur bureau de police. Et quand je dis leur, c'est parfois avec leur au pluriel. Mais un bureau de police, c'est l'immobilisation de 2, 3, 4 gardiens de la paix qui ne servent à rien. C'est la ligne Maginot. Or, la pression politique, elle est très forte à ce niveau-là. Et il faudra bien satisfaire le maire, le député, le maire ministre ou le député ministre ou l'ancien maire devenu ministre. Et donc, on va être obligé de travailler sur des quartiers qui ne seront pas forcément d'ailleurs les quartiers les plus criminogènes, mais qui seront des quartiers qui ont été ciblés parce que les commerçants se plaignent, parce que les politiques se plaignent, parce que la population se plaint, et qu'il faut respecter aussi leurs plaintes. Donc voilà tout un tas de choses qui vont complexifier, compliquer l'action de la police dans les cités, et qui vont faire que, eh bien, on n'a jamais assez de monde pour faire la sécurité dans les villes. Je rajouterai un dernier point, peut-être un avant-dernier. Je pense aussi que la distinction entre délinquance dans les villes et délinquance dans les campagnes se réduit tout doucement, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que de plus en plus, la ville gagne les campagnes. Et les gendarmes en ont fait l'expérience. C'est-à-dire qu'au départ, les gendarmes étaient géraient une délinquance plutôt rurale, et aujourd'hui, avec ce qu'ils ont appelé les zones urbaines à l'époque, ils se rendent compte que la banlieue arrive dans leur zone et qu'ils commencent à avoir les mêmes problématiques que les problématiques qu'on rencontre au niveau de la ville. Et puis enfin, je vais répondre juste à une de vos interventions, madame, sur le maintien de l'ordre. Effectivement, en maintien de l'ordre, on a beaucoup évolué depuis quelques années, mais on n'est pas encore arrivé au top. En maintien de l'ordre, nos grands-pères on se payait sur la bête au maintien de l'ordre, si je peux me permettre une expression un peu triviale. Mais en fait, il y avait un mouvement de maintien de l'ordre, on maintenait l'ordre public, on essayait de faire en sorte que tout ça se passe bien, et puis si ça en venait à l'intervention des forces de l'ordre, eh bien finalement, c'était comme dans un match de rugby, et puis quand on repartait, on se quittait presque bons amis. Mais les manifestants pensaient rarement à déposer plainte contre les forces de l'ordre, et les forces de l'ordre pensaient rarement à faire procéder à des interpellations. Aujourd'hui, c'est devenu très différent, et il faut judiciariser le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il faut que dans les opérations de maintien de l'ordre, la police soit capable d'avoir des unités de police judiciaire qui puissent prendre en compte l'aspect judiciaire des infractions commises en maintien de l'ordre et les monter en procédure, faire des constatations, faire des procès-verbaux et présenter aux magistrats des dossiers qui tiennent debout. J'en ai terminé. On me fait signe que la parole doit cesser de circuler, c'est ça ? Dans le non, merci beaucoup de votre intervention. Peut-être. Alors, peut-être une ou deux questions, s'il vous plaît. J'ai apprécié l'intervention de M. Péroudon et en fait, ça soulève plusieurs problèmes, ce que vous dites. Je reviens sur ce que je disais ce matin, c'est qu'il me semble qu'il y a 3 catégories: la tranquillité, la sécurité et la sûreté, et que ce ne sont probablement pas les mêmes intervenants pour ces 3 niveaux. L'histoire du pipi, pour moi, c'est typiquement ce que j'appelle de la tranquillité, et je ne vois pas pour quelle raison ce serait du ressort de la police nationale. Donc ça pose la question de savoir qu'est-ce que vous pensez finalement de la police municipale, qui n'a pas été évoquée, et pire que cela, parce que je l'ai vu se développer ça d'abord dans les campagnes, c'est des gens qui sont agacés par des atteintes à leur tranquillité et qui délèguent des habitants
pour faire des tournées de surveillance et voire peut-être même un peu plus que de la surveillance. Donc, il me semble que ça fait naître ça des possibilités de dévoiement des règles publiques. Oui, alors c'est un vrai risque. Hein, c'est un vrai risque et qu'on a rencontré d'ailleurs avec la transformation du vol à main armée qui est passé de la banque à la boulangerie. Et avec les réactions du boulanger qui, lui, défend non pas l'argent de la banque, mais sa recette du jour. Je pense que alors, la police a la fonction régalienne. Et elle doit être celle qui constate les infractions et qui montre les procédures pour que la justice puisse statuer sur ces choses-là. Donc, c'est son rôle essentiel. Mais il y a des choses, et notamment dans la régulation de la vie dans les villes, il y a des choses qui, effectivement, peuvent être gérées par d'autres acteurs. C'est les polices municipales, c'est les éducateurs, c'est un tas d'intervenants. Je me souviens du maire de la Ricamarie, ville communiste de la région stéphanoise, qui me disait, sur le commissaire de mon temps, les gamins qui faisaient des bêtises, ils trouvaient sur leur passage le maire, l'instituteur, le curé, le président de l'amicale laïque qui le ramenaient dans le droit chemin. Aujourd'hui, tout ça, c'est perdu. Donc il faut réinventer quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce matin, je disais, quand est-ce qu'on va parler de bassin de délinquance ou de bassin de sécurité, de façon à ce que l'action des services de l'État, des municipalités, de tous les organismes qui concourent à la sécurité publique soit coordonnée, corresponde à quelque chose. Qu'on ne soit plus à... Quand vous passez d'une ville à l'autre, la police municipale, qui est forgée par le maire, enfin, qui est sous l'autorité du maire, va avoir des missions différentes. Parce que c'est le maire qui aura déterminé que là, c'est plutôt le stationnement, là, c'est plutôt ceci ou cela. Donc il faut arriver à créer quelque chose de nouveau à ce niveau-là, quelque chose d'innovant, mais qui se heurte à deux choses fondamentales dans notre pays. Je l'ai écrit il y a une dizaine d'années dans la rubrique dans l'encyclopédie Dalloz. J'ai écrit la mise en commun des polices municipales ou la fin des pouvoirs de police du maire. Et vous savez que le législateur, c'est d'abord un maire, et donc c'est extrêmement difficile pour les faire évoluer. Si on veut arriver à ces bassins de délinquance, il faudra que les maires acceptent de se faire harakiri d'une partie de leur pouvoir de police municipale. Et puis c'est peut-être aussi d'arriver aussi à la fin de la dualité entre deux forces de sécurité dans le pays qui font leur boulot et de belle qualité, mais peut-être que s'il y avait... si on évitait les effets de seuil et s'il y avait une meilleure coordination, on serait un peu plus efficace. Mais ça, c'est mon rôle de retraité, un peu provocateur, de le dire. Du coup, j'ai plus de micro, je vais me permettre de parler avec celui-ci. Est-ce qu'on prend une question ou est-ce qu'on laisse le propos conclusif à Monsieur Fard? Peut-être une question alors, et après, juste derrière vous. Merci beaucoup. Oui, merci bien, donc élève commissaire Vouve-Tous. Ce serait une question pour Monsieur Joubert, qui nous a bien éclairé sur l'absence de prise en compte dans le droit positif de la qualité urbaine de la délinquance et de la criminalité, en sachant que l'un des principes du droit pénal est que la loi s'applique partout et pour tous de la même façon, et que par ailleurs, il existe également des circonstances déjà aggravantes en matière de, par exemple, délinquance dans les transports en commun. Comment, d'après vous, le droit pourrait évoluer pour mieux prendre en compte la caractéristique urbaine de certaines formes de délinquance?
Alors, pour aller vite, parce que là, on pourrait refaire une journée sur ces questions. D'abord, je veux dire aussi que le droit a déjà évolué. Et que de temps en temps, lorsque le droit n'est pas complet, le droit est capable de sortir avec la jurisprudence des concepts qui ne sont pas dans le droit positif au sens clair. Je veux parler, par exemple, de certaines situations de violence collective, alors que la responsabilité est individuelle. Des situations de violence collective ont été parfaitement prises en compte par la jurisprudence avec le cas échéant, un concept qui a été sorti, entre guillemets, de l'esprit de magistrat qui avait jugé une espèce. Et donc, on a inventé le concept de scène unique de violence, de façon à pouvoir incriminer un groupe d'auteurs dont on ne savait éventuellement lequel avait fait très précisément tel ou tel geste. Donc, le juge a sa capacité également d'être créateur, et puis le droit peut évoluer également de la même manière. Et pour continuer sur ce fil, par exemple, je vous dirais qu'on est éventuellement ennuyé dans le traitement de certaines sortes de désordres, y compris lorsqu'il s'agit de désordres collectifs, mais que si là encore on va chercher du côté de la jurisprudence, on voit que le juge éventuellement est parfaitement capable d'utiliser et de faire bourgeonner le concept de scène unique de violence qu'il a créé à un moment donné pour créer la notion de scène unique de destruction et dégradation. Il l'a fait une fois à l'occasion de la destruction du McDonald's de Millau par un certain nombre de manifestants. Mais c'est-à-dire que de temps en temps, il faut laisser au juge une capacité d'intelligence qu'il a forcément quand il a décidé d'entrer en répression. Après, la culture juridique fait qu'éventuellement, le concept jurisprudentiel, il peut être intégré au droit positif, mais c'est techniquement possible. Je vous en ai donné 2 exemples. Merci beaucoup. Est-ce que c'est au juge de faire la loi? C'est une autre question qui pourrait faire une journée. Il l'utilise. Alors peut-être qu'on peut désormais laisser Monsieur Guillaume Fard rejoindre la chaire. Monsieur Guillaume Fard, qui est donc maître de conférence, conseiller scientifique sécurité-défense de l'école Affaires publiques Sciences Po Paris. Donc écoutez, prenez place, monsieur, et nous vous écoutons sur propos conclusifs relatifs à ce thème de la spécificité de la délinquance urbaine. Merci, madame, mesdames et messieurs, en vos grades, qualités et fonctions. Alors, il m'a été demandé de prononcer devant vous ce propos conclusif sur effectivement la police et la police en milieu urbain. Alors, devant parler, devant vous qui plus est dans cette enceinte qui a formé de nombreux policiers et nombreux fonctionnaires de police éminents, de police et de faits urbains, je peux difficilement faire l'impasse sur l'étymologie grecque de la police d'abord, puisque en grec ancien, police veut dire cité, c'est-à-dire en fait un lieu de vie, un lieu où l'habitat est un habitat groupé, un lieu où on est appelé aussi à résider, à partager des actions communes, et tout cela collectivement. Alors bien sûr, la promiscuité qui est propre aux villes, c'est une forme de promiscuité intrinsèque. Quand on fait le choix de vivre en ville, c'est rarement parce qu'on est misanthrope, ou alors on s'est trompé de choix de vie. Et cette promiscuité-là, elle est bien évidemment source de risques spécifiques, source de risques particuliers, qui fondent peut-être certaines des spécificités de la délinquance urbaine. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que face à ces risques, il faut que la police, avec un S, dispose d'une police, cette fois-ci ICE, puisque si on considère que le but d'une cité, le but d'une ville, c'est de prospérer sur le plan économique et social, il n'y a pas de prospérité sans sécurité, ou en tout cas, la sécurité est une des conditions de la prospérité des villes. Et donc, si bien que police et police sont tout de même faites pour être liées assez étroitement, et l'une est une des conditions de l'épanouissement de l'autre. Et ces risques particuliers, qui sont le fait d'une délinquance particulière, c'était, je crois, le thème des travaux de cet après-midi. J'en ai assisté à l'essentiel, ou en tout cas à la substance. Et il est vrai que l'environnement urbain a ce site particulier qu'il connaît une délinquance spécifique, cela a été dit. Ce que j'en ai retenu, c'est que d'abord, en ville, il y a une délinquance d'appropriation particulière, faite de vol, faite de cambriolage, qu'il y a des violences crapuleuses de voie publique, on a parlé des vols à la tire également,
dans les transports publics. C'est une des particularités de la délinquance en milieu urbain. Et puis, on a également parlé des vols de véhicules, des vols à roulotte, des vols dans les espaces de stationnement. Évidemment, si on concentre les véhicules, on permet aussi davantage de convoitises. Alors, il y a cette spécificité de la délinquance en milieu urbain. Mais la ville, et cela a été dit aussi, je crois, vous l'avez dit, monsieur le directeur départemental de la sécurité publique honoraire, la ville, c'est aussi un lieu de revendication, c'est un lieu d'expression de la violence. Et c'est vrai que beaucoup se réunissent en ville pour y exprimer une forme de violence. La ville, ça n'est pas que le lieu de la criminalité crapuleuse, ça n'est pas que le lieu non plus de la délinquance en réseau, c'est pas que le lieu des mafias, des pègres, de la délinquance structurée, organisée, c'est aussi un lieu de revendication. Parfois un lieu de revendication violente, et c'est une des spécificités. Les manifestations de Gilets jaunes, qui ont duré tout de même plus d'une année, entre le 17 novembre 2018 et au-delà même du 17 novembre 2019. Si on écoutait les Gilets jaunes, il y aurait encore des actes, même s'ils réunissent que quelques dizaines de personnes. Mais ces personnes se réunissent, alors certes sur les ronds-points au départ, mais essentiellement en ville à l'arrivée. Et l'expression de la violence, quand il y en a une, elle s'est exprimée en milieu urbain, que ce soit la dégradation de la place Péberlan à Bordeaux, ou bien la dégradation de l'Arc de Triomphe le 1er décembre 2018, ou bien celle de la dégradation du porte-parole du gouvernement, dont la porte a été enfoncée par un engin de chantier, c'était le 5 janvier 2019, ou l'incendie du Fouquet's, on était le 16 mars 2019. Mais il y a cette expression de violence en ville qui aussi, dans certains cas, la ville est un lieu d'appropriation par les manifestants violents. Je fais référence là au Black Bloc, qui est une méthode plus qu'un groupe constitué, mais une méthode qui consiste tout de même à s'approprier la rue, à marquer sa présence dans la rue, en dégradant la rue, en cassant le mobilier urbain, en taguant, en ayant recours à l'incendie volontaire. Et toutes ces dégradations-là sont des dégradations qui marquent l'appropriation de la rue, donc aussi une forme de combat pour celui qui parviendra à imposer à l'autre une forme de possession, fût-elle violente, de l'espace urbain. Et enfin, la ville est aussi une cible des organisations terroristes. Elles l'ont montré, hélas, tragiquement, lors des attentats les plus récents, que ce soit les attentats du 7 janvier 2015, à l'encontre de Charlie Hebdo, 9 janvier, de l'Hypercacher, les attentats du 13 novembre 2015, bien sûr, à Paris, à Saint-Denis. Le procès se tient d'ailleurs à l'heure même où nous parlons, nous, ici. Et d'autres villes, comme Nice, le 14 juillet, ou comme 2016, ou comme Strasbourg, le 11 décembre 2018, en plein marché de Noël, ont pu être frappées par les terroristes. Donc la ville, c'est effectivement un lieu très particulier de concentration de certaines formes de délinquance. C'est un lieu aussi où les mafias et la criminalité organisée trouvent un terrain favorable. C'est un lieu d'expression pour les manifestants, y compris les plus violents. Et c'est aussi un lieu qui peut être frappé par les organisations terroristes. C'est dire s'il y a des risques spécifiques et des risques particuliers. Mais face à ces risques, la police s'est organisée pour y faire face avec les prérogatives qui sont les siennes, qui sont celles qu'on confère à la police dans un état de droit, donc des prérogatives juridiques, des prérogatives qui lui permettent d'ailleurs l'usage de la force physique légitime, comme disait Max Weber. Et puis, il y a aussi des équipements particuliers qui sont ceux de la police, qu'elle peut utiliser pour faire face à cette délinquance en milieu urbain, et elle peut le faire parce qu'elle représente l'intérêt général, et parce qu'elle représente l'intérêt général, elle est bien évidemment contrôlée, et contrôlée davantage que bien d'autres administrations, et ce n'est que parce qu'il y a ce contrôle et qu'il y a ces prérogatives que nous sommes aussi un État de droit qui peut vivre la ville de façon relativement apaisée. C'est le modèle de notre police républicaine. C'est en cela, je crois, que notre police est nationale, c'est-à-dire qu'elle émane de la nation et qu'elle est au service de la nation. C'est un beau qualificatif, un bel épithète que celui de national a collé à la police, parce que notre police en ville est une police qui protège, une police qui secourt, une police qui aide, bref, une police qui se tient aux côtés des citoyens, c'est-à-dire en fait des habitants de la cité, et donc on en revient ainsi à la ville. Mais ce modèle qui est né en ville, qui a grandi en ville, qui a mûri en ville, c'est un modèle où finalement en ville la paix se garde, et la paix nécessite donc des gardiens de la paix, est un modèle qui est un modèle de temps long. C'est un peu ce que écrivait Napoléon dans ses mémoires de Sainte-Hélène, c'est que quand le sol se dérobe sous les pieds, on a parfois besoin de poser des masses de granit.
la police fait partie de ces masses de granit. Et peut-être d'ailleurs que quand tout s'effondre ou qu'on a le sentiment que tout est en train de s'effondrer, le fait de retrouver une forme de stabilité dans la présence de la police et dans son modèle si singulier peut aider le décideur public, si tant est qu'il fasse confiance à son administration. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a ces éléments de stabilité, parce qu'il y a ces permanences, qu'il n'y aurait pas des évolutions de temps court, qu'il n'y aurait pas des circonstances auxquelles il faudrait s'adapter, qu'il n'y aurait pas non plus des mutations qui entraîneraient, mutations de la ville elle-même, qui entraîneraient aussi des mutations de la pratique et des mutations des métiers et des missions que sont celles de la police nationale. Parmi les mutations, parmi les transformations de la ville, alors, il y a bien évidemment le fait que la ville se transforme dans son statut. Je crois que c'était aussi l'objet de vos travaux de cette matinée. La métropolisation, c'est une transformation. C'est une transformation qui est d'abord une transformation juridique, en tout cas dans la première des appréhensions que l'on peut en faire, parce que cette transformation-là, c'est une transformation qui est un mouvement continu qui pousse à davantage de mutualisation des compétences entre les collectivités territoriales et aussi davantage de mutualisation des moyens qui sont associés pour remplir les missions qui se mutualisent. Alors cette mutualisation des compétences, elle vaut aussi bien sûr pour la sécurité. La sécurité devient une compétence partagée, devient une sécurité coproduite à l'heure du continuum de sécurité nationale où on nous explique qu'il y aurait un axe gradué qui irait des missions les plus locales et les moins sensibles aux plus internationales et les plus sensibles. Chacun est acteur de la sécurité à la place qui est la sienne. Reste encore à définir convenablement la place des uns et des autres et les modalités de travail en commun et d'articulation. Mais alors qu'au dernier relevé des compteurs, il y avait au 31 décembre 24 000 policiers municipaux en France, qu'il y en a bien davantage à l'heure où on se parle, puisque la ville de Paris s'est dotée depuis d'une police municipale qui compte plus de 3 000 agents et qui comptera probablement plus de 5 000 agents à l'horizon de la fin de la mandature de l'actuel maire de Paris. Considérons donc qu'il y a 30 000 policiers municipaux en France. Alors certes, c'est beaucoup moins que les 140 000 policiers nationaux, mais tout de même, il faudra imaginer des modalités de travail en commun, et ça fait partie de ce mouvement de métropolisation. Mais la métropolisation, ça n'est pas qu'une construction juridique qui appelle à de la mutualisation de prérogatives et de moyens. C'est aussi, et peut-être d'abord, une transformation des usages de la ville. La transformation des usages, elle est perceptible. Les villes deviennent intelligentes, nous dit-on, parce qu'elles ont recours à une forme d'intelligence, alors toute artificielle qu'elle est, mais qui permet de traiter les données de masse ou la masse de données que sécrète la ville au quotidien. Alors nous sommes rentrés dans une ère qui est celle des big data, des smart cities. Les données seraient massives et les villes de plus en plus intelligentes pour traiter ces données-là. Cette exploitation des données permet une auto-administration des villes. En tout cas, certains en caressent l'espoir d'une ville qui s'administrerait par elle-même en gérant les données qu'elle génère elle-même. On commence à le voir dans bien des domaines, dans la gestion de l'eau, dans la gestion des énergies. On parle maintenant de smart grids pour parler de gestion intelligente des énergies au sein des villes. On gère même les carrefours à feu avec des robots et des formes d'intelligence artificielle. Et que dire de la vidéoprotection, de la captation des images sur la voie publique, des technologies de reconnaissance faciale dont certains se plaignent qu'elles ne sont pas encore rentrées suffisamment vite et avec suffisamment de vigueur dans notre droit et dans notre mode de fonctionnement quotidien. Mais c'est cela qui est en train de se produire. C'est une massification des données, un traitement par l'intelligence artificielle et les algorithmes, au risque d'ailleurs de sombrer dans une forme de technophilie, de se perdre dans les biais algorithmiques, c'est-à-dire qu'à croire que la technologie pourrait tout en matière de lutte contre la délinquance urbaine, que les algorithmes pourraient prédire le crime, en traitant les masses de données que la ville génère, on perd peut-être l'essentiel étant, de mon point de vue à tout le moins, l'humain, le lien humain et le travail humain de la police qui reste une forme humaine, sans compter que toutes ces données et le fait qu'on les traite au sein des villes de façon numérique fait émerger de nouvelles menaces que sont les cybermenaces. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas malheureusement pu assister à vos travaux de ce matin, si vous avez eu l'occasion d'aborder cette caractéristique particulière des cybermenaces, mais qui pèsent aussi sur les villes, qui sont les menaces d'aujourd'hui et de demain indiscutablement. Nous avons connu la crise financière des subprimes, nous avons connu une crise terroriste dont nous ne sommes pas tout à fait sortis, nous sommes en pleine crise sanitaire, probablement que la crise de demain sera une crise cyber,
que l'attentat terroriste de demain sera un attentat cyber et qu'il y aura des cybermorts à redouter, puisque une cyberattaque pourrait parfaitement paralyser les infrastructures numériques de commande des villes, puisque maintenant tout se commande, les réseaux de transport, les carrefours à feu tricolore ou encore la gestion de la vidéoprotection urbaine. Tout se fait à distance et donc si on peut prendre le contrôle à distance, vous imaginez bien les dégâts que l'on peut faire. Et donc, je crois qu'à l'heure où les villes se transforment, où cette transformation appelle des adaptations particulières pour les métiers de la sécurité, il y a une tentation, c'est d'être dans la rupture. Je crois qu'il est peut-être dans l'air du temps de se dire disruptif, de se dire dans les fusions. Si Bernard Cazeneuve était à ce pupitre, il dirait dans la pyrotechnie. Mais c'est au fond un peu la même idée qu'il faudrait rompre constamment avec les traditions et être dans une forme de modernité qui inviterait à des ruptures permanentes. Bon, personnellement, je crois que le classicisme a quelques avantages. Il a au moins l'avantage de savoir d'où on vient et l'avantage de connaître ses héritages. Et avant de vouloir renier ses héritages, il faudrait peut-être s'attacher à les examiner, à les comprendre. Et en matière de sécurité, il y a des héritages que nous enseigne une certaine pratique policière de la ville. C'est que la ville, c'est certes un artefact, c'est un construit, mais c'est aussi une réalisation anthropique, c'est-à-dire que c'est une construction humaine et que c'est pas parce que la ville évolue aujourd'hui en se technologisant et en se numérisant qu'il faudrait en oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est l'humain, c'est le contact, c'est la police qui va au contact de la population. La police ne se robotise pas. Et même si les villes se numérisent, je ne crois pas qu'on gagnerait à aller vers des policiers robots. Sinon, on risque de perdre le plus précieux, c'est-à-dire la confiance que les citoyens fondent dans la police. Cette confiance, au dernier relevé des compteurs que l'on a fait au CEVIPOF au mois de mai, elle est de 73%. 73% des Français ont confiance dans la police, c'est-à-dire 3 Français sur 4. C'est un excellent taux. Il est équivalent au taux britannique, au taux allemand. Nous n'avons à rougir de rien. Si ce n'est que la confiance des plus jeunes, de nos compatriotes, elle, a tendance à s'effriter. Seuls 55% d'entre eux, des 18-24 ans français, disent faire confiance à la police. Entre 55 et 73, je vous laisse mesurer l'écart, et cet écart ne cesse de se creuser, 18 points d'écart précisément. C'était 17 points d'écart au mois de février, et le fossé se creuse. Si on regarde la confiance dont crédite la police, les 18-24 ans franciliens, on est à peine à 30%. On a donc des jeunes qui ne font pas suffisamment confiance dans la police, et ce n'est pas, je le crois, en robotisant la police que l'on y parviendra, mais au contraire, en recréant du lien. Alors, de mon point de vue, recréer du lien, ça passe bien sûr par connaître les territoires, connaître la ville. Comment connaître la ville si on n'en est pas originaire ? Quand on voit que la majorité des gardiens de la paix ne sont pas franciliens, mais qui sont majoritairement affectés en Île-de-France, ça n'est pas peut-être la meilleure des garanties de connaître les territoires, mais on m'a dit dans l'oreillette que la régionalisation des concours était à l'étude après le Beauvau de la sécurité. On verra ce qui en adviendra. De la même manière, connaître les lieux, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître les personnes. Et en cela, on peut regretter que la police de proximité était injustement caricaturée, injustement moquée, parce qu'elle avait cette vertu qu'elle crée un échange entre des citoyens, des policiers, dans un environnement qui était celui de la ville, et que quand on patrouille, à pied, à vélo, à cheval, on inspire aussi l'échange, et on donne envie d'aller vers l'autre. On n'est pas seulement dans une fonction qui est une fonction certes nécessaire de répression, mais pas exclusive de ce métier, parce que quand la police est montrée sous un jour d'aidant, d'une police qui se tient aux côtés des personnes et qui les secourt, il est évident que la cote de confiance remonte. Maintenant, si on résume son action à une action coercitive, il est évident de la même manière que la cote de confiance ne fera que descendre. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut recréer ce lien entre les citoyens et la police au sein des villes, que cela passe par une meilleure connaissance des lieux, par une meilleure connaissance des personnes, et peut-être aussi par une invitation à ce que les citoyens des villes revêtent eux aussi l'uniforme de la police. C'est possible si on met en place le projet, ce beau projet de réserve opérationnelle de la police nationale. Si demain 30 000 jeunes femmes et hommes urbains venaient à être policiers en complément de leurs études ou en complément de leur activité
professionnels, ce serait autant de liens que l'on créerait, de rapprochement police-population, et donc aussi d'inclusion et de nationalisation de la police, puisque la nation se sentirait encore plus et bien davantage représentée par sa police et inversement. Et donc, en conclusion, et pour ne pas être trop long, le message que je suis venu porter en conclusion, c'est bien sûr un message d'unité. Alors, c'est peut-être pas dans l'air du temps, à l'heure où certains crient très fort et aspirent à diviser les gens. Je crois au contraire qu'il faut s'employer à les rassembler, à les unir, et que, même si ça n'est pas dans l'ambiance actuelle, la République peut être une religion. La République, c'est la chose publique, la res publica. La religion, si on en prend l'étymologie latine, c'est ce qui relie, et donc on doit pouvoir relier les citoyens par la République. En tout cas, je crois que c'est une des ambitions qui est au cœur des missions de la police nationale. Et si on veut relier les hommes, c'est une parole, je crois, républicaine qui mérite à se répandre ou à être répandue. À être répandue urbi et orbi, puisque dans les murs de la cité, mais aussi hors des murs de la cité, et je crois que c'est le projet qui vous anime, puisque après cette conférence d'introduction ou inaugurale à Lyon, d'autres se dessinent, à Strasbourg, à Besançon, à Troyes, si j'ai bien si vous listez les prochaines villes de ces conférences itinérantes. Donc je crois que c'est un beau projet, et je vous souhaite de bons et heureux travaux à venir. Je vous remercie. Merci infiniment pour ces brillants propos. Et donc, grâce à votre intervention, eh bien, nous achevons effectivement la première partie de ce cycle de conférences sécurité urbaine par la fin de cette journée du 28 septembre 2021 sur la sécurité des espaces urbains. Donc, merci à tous sur cette chaire et dans le public de votre, et à distance de votre participation, et très très bonne fin de journée. Au revoir. Merci.